Bonjour à tous et à toutes, je suis Justin Weiss, je suis le fondateur et le directeur général du Forum de Paris sur la paix. Dans cette deuxième saison de notre podcast, nous explorerons ensemble les grands défis de notre époque et les pistes qui s'ouvrent à nous pour réinventer la diplomatie dans un monde qui change. C'est ça le slogan en quelque sorte du Forum de Paris sur la paix. Et aujourd'hui, on se penche sur un sujet crucial que le Forum a abordé depuis 2020 à peu près, depuis 5 ans, 6 ans même, qui est l'intelligence artificielle et plus précisément aujourd'hui les aspects de gouvernance de l'intelligence artificielle. Au Forum, on a travaillé à la fois sur les rapports nord-sud autour de l'intelligence artificielle, sur la protection des citoyens et notamment l'enfance, ça on y viendra tout à l'heure avec toi Yann, mais aussi sur ces sujets de gouvernance, et ça en effet depuis 6 ans. L'IA redessine en partie au moins les rapports de force. Je vous passe une introduction trop longue parce que j'ai envie d'en venir à la conversation, mais on va parler de la question de la souveraineté, on va parler de la question de la concurrence entre pays, entre puissances, et aussi de la protection des citoyens. Le thème d'aujourd'hui, pour être plus précis, est le suivant: de la souveraineté à la guerre cognitive, gouverner l'IA. Pour en discuter, j'ai deux invités dont je suis très content d'avoir réussi à les capter, et notamment Asma parce qu'elle est une citoyenne du monde. Elle est politologue, spécialiste de la géopolitique de la tech, Asma Mala, donc enseignante à Sciences Po. Et vous partez, Asma, à la NYU très vite pour enseigner et être fellow à la NYU sur les questions, pas seulement technologiques, mais aussi de souveraineté, notamment de Et de souveraineté démocratie. européenne et de démocratie. Votre dernier livre, c'est Cyberpunk, le nouveau système totalitaire, et donc vous allez nous éclairer sur ces nouveaux rapports de force et nous expliquer aussi les raisons de ce titre-là. J'ai aussi le grand plaisir d'accueillir à nouveau Yann Bonnet, notre directeur adjoint des initiatives politiques chez nous au Forum, ancien cofondateur et directeur général délégué du campus cyber, qui nous aidera à décrypter notamment les vulnérabilités de ces infrastructures, les stratégies de résilience et plus généralement les enjeux, disons, géopolitiques de l'IA. Donc merci beaucoup à tous les deux d'être là, et je voulais arriver très vite aux premières questions et à la conversation. Et je commencerai avec vous, Asma. Bon, il y a cette idée que les grandes compagnies de tech, les big tech, se sont imposées comme des acteurs géopolitiques à part entière, et que ce serait devenu en quelque sorte elles-mêmes des États. Il y a une autre vision qui consiste à dire que pas du tout. En fait, elles restent subordonnées aux États, dont elles sont les instruments de puissance, et que il n'y a pas tant d'érosion du monopole étatique que cela. Donc qu'est-ce qu'il faut penser? Est-ce que ce sont des nouveaux États, ou alors est-ce que ce sont des instruments des États? Et si la vérité était plus complexe justement que ça? Alors, la première chose, et c'est un peu notre prisme à nous vu d'Europe, c'est essayer d'avoir une vision beaucoup trop systémique. Et Dieu sait que j'aime les systèmes, et Dieu sait que je suis dans une tradition structuraliste. Mais quand même, il faut apporter un tout petit peu de, disons, de complexité, ou en tout cas de distinction. On ne va pas du tout avoir la même analyse quand on est en Europe que quand on est américain ou chinois. Je m'explique. Les géants technologiques aujourd'hui se sont en effet constitués, mais et on pourrait revenir d'ailleurs sur la frise chronologique de comment est-ce qu'elles étaient simples start-up à aujourd'hui unité géopolitique au sens de Raymond Aron plein et entier du terme. Donc, quand vous êtes des big tech américains ou chinois, vous êtes en effet une extension de la puissance, même des outils et des instruments de projection de puissance de votre État. Et c'est ce qu'on a vu très très bien à partir du tournant de Obama 2015-2016. Ça a été extrêmement évident. Et ça a été l'une des bascules, bien qu'elle avait été latente bien avant ça. Et on pourrait remonter à 2001 et en fait le 11 septembre. Et c'est véritablement là que ça a commencé, à mon sens, en réalité. Mais donc, quand vous êtes aujourd'hui au service de ce que moi j'ai appelé, dans mon travail en tout cas, un big state, c'est-à-dire un État puissance et qui va tirer sa puissance depuis ces géants technologiques et pour eux, dans cet aller-retour, à ce moment-là, vous avez une nouvelle figure du Léviathan, un Léviathan à deux têtes, Big Tech, Big State, et qui reconfigure en effet les questions d'État, mais aussi les questions de souveraineté. C'est ce qu'on voit aujourd'hui côté chinois et américain. Vous avez deux Big States aujourd'hui, Amérique, États-Unis et Chine. Et puis se pose ensuite la question du reste du monde. Et alors pour l'Europe, qui n'est franchement pas un big state, et on pourrait y revenir d'ailleurs, là se pose la question de la substitution. Et on a une espèce d'impensé, il me semble, en termes de théorie politique pure en Europe, qui est qu'est-ce que la souveraineté? On n'a jamais redéfini ce concept. Et elle n'est aujourd'hui plus simplement territoriale, elle devient aussi fonctionnelle.
Et une fois qu'on a dit ça, on n'a encore rien dit. Sur quelle couche aujourd'hui des goulots d'étranglement géostratégique, du cyberespace, de l'IA, des puces, des semi-conducteurs, sur quelle couche en permanence est-ce qu'on redéfinit nos interdépendances, nos dépendances et nos points de vulnérabilité? Et donc, une fois qu'on a dit ça, on comprend que, en effet, les big tech aujourd'hui, ou les géants technologiques, les méga corporations, sont des unités géopolitiques, des goulots d'étranglement géostratégique. Dans le cyberespace, on le voit. Sur l'IA, on le voit. Dans l'espace, avec SpaceX, par exemple, on le voit aussi. Dans les enjeux informationnels et cognitifs en Occident, c'est une évidence. On l'a vu avec le dernier, d'ailleurs, document de sécurité nationale des États-Unis, qui, en fait, déclare une espèce de guerre idéologique à l'Europe normative. Mais en Europe, nous avons, il est vrai, une véritable dépendance et qui laisse à craindre que l'État, et c'est exactement ce qu'il va falloir que l'on évite, devienne une coquille vide où en fait on surtraite en permanence aux géants technologiques extracommunautaires. Et j'en veux pour preuve, au-delà du constat qui est en fait assez alarmant, j'en veux pour preuve les 2 derniers contrats qui viennent de tomber là en décembre 2025. Nous sommes aujourd'hui en janvier 26. Après toutes les discussions sur la souveraineté, après le retour de Donald Trump, Palantir qui reconduit son contrat avec la DGSI et Air France dans un autre style, qui en fait va signer un contrat avec Starlink pour avoir de la connectivité dans sa flotte. On peut y revenir. L'idée, c'est pas de dire c'est bien ou mal. Je crois que c'est beaucoup plus complexe que ça. Transformer ou changer des solutions n'est pas si simple. Le coût entre la performance, notamment quand on est sur des enjeux de renseignement, de sécurité nationale, avec en fait des solutions souveraines qui n'ont pas tout à fait encore fait la preuve du concept ou sont en cours de déploiement, n'est pas une évidence. Donc la question n'est pas de dire si on se trompe ou pas. La question est simplement d'identifier de façon très froide où sont nos points de vulnérabilité. Et hélas, pour l'instant, ils sont très nombreux. Mais Asma, pour vous pousser un tout petit peu plus loin, autrement dit, si j'interprète votre réponse, quand on se place du point de vue des États-Unis ou de la Chine, ce sont ces big tech des outils de projection de puissance, oui. Alors que quand on est, comme on dit en anglais, on the receiving end, ouais. Du mauvais côté du bâton, en quelque sorte, ou des services en tout cas, ce sont des acteurs géopolitiques, mais qui ne sont pas déliés ni de la Chine, ni des États-Unis. Ils ne sont surtout pas déliés, ils sont au service d'eux. Au service d'eux. Très clair, ce sont des bras armés technologiques et des bras armés tout court sur la question technologique, sur la question du new space, sur la question cognitive, sur la question informationnelle. La chose très inédite dans ce 21e siècle, pour essayer de le dire simplement, la chose un peu nouvelle par rapport à tout ce qu'on a vu par le passé. C'est pas du tout que tout d'un coup on a des méga corporations surpuissantes. Nous les avions au début du XXe, qui avaient donné d'ailleurs lieu à des réflexions aux États-Unis qui ont démantelé, nationalisé, etc. La véritable question est dans 2 choses. La chose très inédite de notre siècle, elle tient en 2 natures spécifiques. La première, c'est que ce sont des technologies duales. Elles sont à la fois civiles et militaires, et à la différence encore du nucléaire, parce qu'on m'avait opposé, oui, mais le nucléaire aussi est civil et militaire. Sauf que le nucléaire, il n'est pas dans votre poche. Et ça, c'est une différence fondamentale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a la capacité de targeter, de cibler sur, en fait, une hyper-personnalisation de masse. Et c'est ce qui rend, en fait, les enjeux informationnels, cognitifs, cyber, si compliqués à détricoter. C'est-à-dire que les mêmes plateformes qui sont civiles, elles sont militaires à la fois. Et ce qui est dans votre poche, c'est en fait le point d'entrée, le portail, c'est votre smartphone. Le smartphone, aujourd'hui, est un outil civil et aussi un outil de guerre. Et je sais que ça peut encore choquer de le dire comme ça, mais c'est une vérité. Et ce qui fait de nous donc, nous-mêmes, comme citoyens, une espèce d'hybridation entre citoyens, combattants, soldats, etc. Et la deuxième chose qui est très inédite à l'aune de notre histoire contemporaine, c'est que ces méga-corporations technologiques, les big tech, ne sont pas simplement des grosses boîtes. Elles sont aujourd'hui partout, elles sont systémiques, elles sont propriétaires d'infrastructures d'intérêt général, d'intérêt public et de la cognition. Elles façonnent le rapport au monde, le rapport aux autres, ce qu'est la démocratie, ce qu'est la souveraineté, ce qu'est l'état de droit. Et donc, elles ne sont plus simplement des entreprises, ce sont des infrastructures cognitives à partir desquelles absolument tout le reste aujourd'hui se déploie. Et c'est là où on a quelque chose d'absolument innovant, inédit et qui reste encore à penser. Oui, il y a quelque chose de l'ordre de l'anthropologique. C'est-à-dire les instruments façonnent l'homme qui les utilise. C'est une évidence. Ouais. Gunther Anders déjà le disait, évidemment, bien sûr. Yann, je me souviens, il y a maintenant 13 ans,
le Sénat avait sorti ce rapport qui s'appelait «L'Europe, colonie du monde numérique». C'était un rapport au titre choc, mais qui avait marqué son époque et qui était très vrai dans son analyse, puisqu'en effet, il constatait que déjà à ce moment-là, il y a pas loin de 15 ans, les données européennes partaient massivement pour être traitées aux États-Unis et revenaient sous forme de services en Europe. Alors, je voudrais revenir sur cette question de la souveraineté. Qu'est-ce que la souveraineté aujourd'hui? Et peut-être en partant de la tribune que tu as signée avec 28 experts internationaux de 10 pays différents, dont notre récent invité au Forum de Paris sur la paix, Yoshua Bengio, qui est un ancien prix Turing. Et donc, vous y appelez collectivement, dans cette tribune, à un sursaut collectif pour préserver la souveraineté technologique. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus, et en particulier, comment on définit dans le monde de 2026 la souveraineté technologique? Oui, effectivement. Alors, donc, pour moi, la souveraineté numérique, c'est un long débat. On pourrait sur la définition, mais je le définis de la façon suivante. C'est notre capacité à maîtriser son futur. Et à maîtriser en fait les différentes dépendances qu'il peut y avoir en fonction des différents services numériques. Pour aller vraiment dans le sens d'Asma, je pense qu'on est voilà, on est à un moment de notre histoire où on a une sorte d'hybridation du pouvoir. On a des infrastructures vitales de notre nation, telles que notre capacité à communiquer, les systèmes d'information de nos hôpitaux, notre sécurisation, qui sont extrêmement dépendantes d'un tout petit nombre d'acteurs privés qui ont une proximité très très forte avec certains États, les big states. Et qui est concentré notamment sur les acteurs US et chinois. On est quand même aussi à un moment, on doit le noter, qui n'est pas anodin dans l'histoire, où on a un pays qui est en guerre, l'Ukraine, dont ses capacités de communication sont en quelque sorte liées au bon vouloir du fondateur d'une entreprise, Starlink, pour ne pas le citer, Elon Musk. Effectivement, dans cette tribune, ce qu'on a essayé de faire, c'est un diagnostic un peu mathématique de la situation. On s'est intéressé à regarder quelle était la capacité de calcul nécessaire en IA ou disponible en IA au niveau mondial. Et en fait, on s'aperçoit que 75% de cette capacité de calcul, elle est localisée aux États-Unis. 75%. 15% en Chine, et quelques miettes, 5% à peine au niveau européen. Si cette situation ne change pas, en quelque sorte, les puissances intermédiaires qu'on est, la France, l'Allemagne, je sais pas, le Canada, l'Australie, on est dans une sorte de dilemme de choix entre le choix de la dépendance, où on va dépendre justement de ces big tech, où on va devoir payer un certain tribut, mais aussi être exposé à un certain risque, ce risque de dépendance, ce risque que tout d'un coup, ces big states décident de couper le service, par exemple, ou se renseigner un petit peu pour couper les services. On l'a vu, c'est pas un fantasme, on l'a vu récemment, décision de président américain de couper l'accès au webmage et un certain nombre de services numériques de juges de la CPI, la Cour pénale internationale. Et leur service de carte de crédit aussi, pas seulement la suite Office et Windows, mais aussi leur carte de crédit. Exactement. Donc du coup, en tant que puissance intermédiaire qu'on est, nous, la France ou l'Angleterre, on est soit face à ce choix de dépendance ou de pas avoir cette dépendance et d'être dans un état un peu de faiblesse, puisqu'on peut pas utiliser en fait ces services qui apportent quand même une certaine efficience et qui nécessitent des montants d'investissement qui sont très très importants et qui sont durs à gérer pour une nation intermédiaire comme la France. Alors c'est un peu un diagnostic un peu froid, un peu noir, mais en fait notre message, c'est de dire on a besoin en fait d'un sursaut collectif, que c'est pas une fatalité. Le numérique, il n'y a pas de déterminisme technologique. C'est des choix d'investissement, de formation. C'est pas la météo, le numérique. On peut rien faire quand la neige tombe. Là, le numérique, on peut décider, c'est politique.
Et donc, notre message, c'est de dire qu'il existe une troisième voie et que, alors, pour reprendre un chiffre assez intéressant aussi et positif cette fois-ci, on a regardé les 100 chercheurs les plus reconnus au niveau mondial sur l'IA. Et en fait, on en a 87 qui sont ni américains ni chinois. Donc on a ces compétences. D'ailleurs, on en a beaucoup en France. On a une belle école de mathématiques en France. On le voit quand on va à San Francisco, la présence française. Voilà, on a besoin en fait d'un sursaut collectif pour créer du collectif entre ces puissances intermédiaires et mutualiser en fait ces fameuses infrastructures pour essayer d'être dans la compétition par rapport à ces big states. C'est un peu, à mon sens, ce qui s'était passé dans les années 60 avec Airbus, où on avait une création, on avait une dépendance très forte avec des acteurs américains. Pourtant, on avait des talents aéronautique, notamment en France. Et on a réussi à créer du collectif au niveau européen pour créer un Airbus. Donc on est peut-être à un temps où on devrait essayer de créer une sorte de Airbus de l'IA. Voilà. Et peut-être deux derniers points. Peut-être un point qui est peut-être pas très populaire, mais qui est important à mon sens de le rappeler, c'est que l'indépendance en fait a un prix dans le domaine de l'IA. Je ne sais pas si c'est 10, 20, 30%, mais voilà, c'est comme quand vous achetez une voiture en appartement. En fait, souvent, c'est mieux de faire le choix de prendre une assurance. Ça coûte un petit peu plus, mais ça nous préserve d'un certain nombre de risques. Et je pense que dans l'IA, le choix de la souveraineté, le choix de l'indépendance, ça a un coût, mais ça peut apporter énormément. Et je pense qu'on doit passer un peu de cette logique où on cherche le moindre coût à une logique où on cherche beaucoup plus de robustesse. Un peu comme dans la nature d'ailleurs. La nature est très robuste et je pense qu'on devrait s'en inspirer un peu plus. Et puis enfin, je trouve que c'est important, depuis des années on le dit, mais il faut qu'on sorte un peu de cet esprit de posture de dominer. Il ne faut pas oublier que l'Europe, c'est un Eldorado pour les acteurs du numérique, les big states pour nos acteurs. C'est 450 millions de consommateurs, de citoyens en bonne santé, bien éduqués. C'est d'ailleurs 25%, ou peut-être probablement plus, du marché des big states. Ce coût de l'inaction, ce coût de la dépendance, il est important. C'est plus de 100 milliards chaque année au niveau européen. C'est probablement des centaines de milliers d'emplois qui ne sont pas générés en Europe si on ne se met pas un peu plus sur ces sujets numériques. Voilà. Alors, moi, j'aimerais vous pousser tous les deux un tout petit peu plus loin sur la question de la souveraineté et de ce qu'il faut faire pour la recouvrer, en quelque sorte. Yann, tu as cité Airbus, on aurait pu citer Ariane Espace ou Galileo, par exemple. Ou le CERN, ouais. Asma, vous citiez Air France tout à l'heure, mais c'est pour la connectivité en vol, c'est pour avoir du Wi-Fi à bord en réalité. Et donc ça, on peut toujours s'en passer, alors que les moyens de navigation d'Air France reposent au moins en partie sur Galileo. Donc on l'espère un peu plus souverain que la fourniture du Wi-Fi. Mais là où je veux en venir, c'est pour essayer de distinguer les infrastructures qui sont vraiment critiques pour notre souveraineté de celles qui ne le sont pas. Yann, tu citais tout à l'heure l'exemple des juges de la CPI à qui l'on avait coupé tous les services de type Microsoft ou Visa ou Mastercard. Quel est le prix de cette souveraineté ? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut en revenir absolument à toute une chaîne, tout un stack en quelque sorte, indépendant, c'est-à-dire aussi bien du point de vue du matériel, du hardware, que des différentes couches de software. Et pour l'IA, puisqu'il y a beaucoup de modèles en accès libre, en open source, est-ce que l'enjeu, c'est de développer nos propres LLM, ou alors est-ce que c'est de développer toute l'infrastructure qui sert à les utiliser et d'en développer les usages de façon souveraine ? Autrement dit, quelle est la matérialité de cette souveraineté ? Comment est-ce qu'elle pourrait se traduire en actes, en achats et en décisions politiques ? Asma. Alors, je ne suis pas du tout responsable politique, donc je vais faire une réponse qui peut être un tout petit peu, disons, théorique. Je ne pense pas qu'il faille, compte tenu des dépendances et des couches de dépendance que l'on a accumulées, disons, ces 30 dernières années, puisque ça ne s'est pas joué là, hein. Ça ne s'est pas joué à partir de janvier 25 quand Trump est arrivé, on est bien d'accord. Donc là, c'est en fait, la vraie question de la souveraineté, c'est pas la question de la souveraineté, c'est ça que j'essaie de dire. C'est que c'est une question industrielle. On n'a aucune stratégie industrielle.
Le jour où on aura une classe politique, tous bords confondus, qui va se mettre au boulot, construire la vision. Tout le monde est gaulliste, vous l'avez remarqué en ce moment en France, tout le monde est gaulliste. Mais De Gaulle, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait fait deux choses. Une, dans la pratique, une stratégie industrielle pour le pays. La deuxième chose, c'est une posture, une vision, une doctrine. Et nous, sur les questions, par exemple, de souveraineté, de technologie, d'IA, de réseaux sociaux, nous n'avons pas de doctrine. Pour une raison très simple, c'est que nous passons notre temps, nous l'Europe, à être en réaction. Nous sommes réactifs. Nous regagnerons de la puissance, et pas simplement un discours sur la puissance, quand nous cesserons d'être réactifs et quand nous reprendrons le contrôle de la question. Quelle est la question qu'on essaie de résoudre? Est-ce que nous voulons être, nous, Europe, une véritable puissance? Et auquel cas, par quelle stratégie réelle, politique, morale? Comment est-ce qu'on reconstruit la doctrine de la puissance? Est-ce que l'on veut être une troisième voie pacifique qui serait l'archipel de paix dans un monde qui visiblement entre dans la guerre et dans des phases de guerre, hybrides ou cinétiques, réelles? Que voulons-nous être? Ça, c'est la vraie question. La technologie, pourquoi faire? Bernanos disait la liberté, pourquoi faire? Et j'ai envie d'ajouter la technologie, pour faire quoi? Quel est le projet de société? Ça, c'est la première réponse et c'est la première ligne. On ne peut pas continuer à être en réaction, c'est-à-dire à courir derrière les Chinois et les Américains en permanence, donc dépendant de leurs humeurs, de leur arbitraire. Ce n'est pas possible. Il va falloir qu'on s'extrait politiquement de leur psyché. Il faut qu'on sorte de la tête de Xi Jinping, de Poutine ou de Trump. Il faut qu'on sorte de leur tête et qu'on réfléchisse par nous-mêmes. Ça, c'est la première chose. Ce qui nous amène donc à la deuxième couche de réflexion politique, quelle est la stratégie techno-industrielle? Quand je dis stratégie techno-industrielle, ça ne veut pas dire qu'on va faire, et c'est un peu l'erreur qu'on fait, œil pour œil. Un réseau social français, un réseau social américain. Une IA américaine, une IA française ou européenne. Un cloud, un cloud. Je crois qu'il va falloir qu'on fasse autre chose, c'est-à-dire que l'on audite nos filières stratégiques, que l'on voit où est-ce qu'on est absolument fort, c'est-à-dire en fait où est-ce qu'on a des vrais avantages comparatifs et qu'on cesse de saupoudrer et qu'on flèche avec un interventionnisme ou un capitalisme d'État réel, comme font les États-Unis et comme font la Chine, et comme font en fait toutes les puissances qui ont réussi à émerger. Israël, dans le cyber, est extrêmement interventionniste. Donc à partir de ce moment-là, une fois que l'on a compris quelles étaient les filières à laisser de côté, hélas, parce que c'est des choix, et les choix sont toujours politiquement extrêmement douloureux, mais c'est ce qu'on appelle le courage politique. Donc à partir de ce moment-là, on définit nos filières stratégiques et on met tout là-dedans. L'Europe n'y arrivera, à mon sens, que si elle a une véritable, mais très robuste stratégie de niche. Il faut qu'on l'on joue l'interdépendance. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a à mettre sur la table des transactions? Qu'est-ce qu'on a à mettre sur la table des négociations avec un marché qui est extrêmement, en effet, florissant, consommateur, pérenne. Mais on ne peut pas être que ça, consommer des technologies extérieures. On peut le faire, mais à ce moment-là, qu'est-ce que nous, on exporte vers le monde? Sur le soft power, on pourrait. On ne le fait pas assez vers l'Afrique, vers les pays, disons, ce qu'on appelle entre guillemets du sud global, encore que je déteste cette expression, mais on pourrait exporter autre chose que simplement de la norme. On a énormément de choses à faire. Et sur le hard power, il va falloir qu'on se remette un tout petit peu en puissance. Et puis, il y a un autre truc qu'on n'a pas, qu'il va falloir qu'on termine comme comme métamorphose culturelle, c'est les imbrications. C'est un peu sulfureux, mais c'est ainsi. C'est un peu l'alpha et l'oméga de ce nouveau siècle. C'est la fusion, ou en tout cas les coopérations civiles, militaires, publiques, privées. Il va falloir qu'on décilote et qu'on lève ces tabous définitivement. L'État seul n'y arrivera pas. Peut-être pour compléter et aller dans le même sens, effectivement, je fais le même constat. En fait, on a vraiment besoin de travailler encore plus notre vision. Le sujet du numérique, c'est extrêmement politique au sens de vie de la cité. C'est une transformation complète de nos usages d'éducation à santé en passant par le militaire. On a la chance réellement d'avoir un pays
où on a des très bons ingénieurs qui comprennent très bien en fait, ce qui est en train de se passer et qui innovent. Peut-être moi, mon souhait personnel, c'est j'aimerais voir un peu plus de politiciens qui sont un peu plus ingénieurs. Ça nous aiderait probablement un petit peu. Ou philosophe. Ou philosophe aussi, c'est un bon mix. Et on aurait, voilà, cette souveraineté, comme on l'a dit, c'est notre capacité à gérer notre futur, à gérer nos dépendances. Et je pense que pour répondre à ta question, il faut qu'on ait une approche par les risques dans tous les choix qu'on a à faire. On a des cas d'usage du numérique qui sont extrêmement importants pour la nation, vitales pour la nation. On pense, je sais pas, la défense, la santé. Et puis on a des cas d'usage qui le sont peut-être un peu moins. On doit, en fonction de cet équilibre à trouver, avoir nos propres services et nos propres efforts. Donc éviter la dépendance. Donc, mais ça implique tout de même un peu de faire du tit for tat, comme on disait, ou Airbus ou Galileo par rapport au GPS, Airbus par rapport à Boeing. Donc pour revenir à ce que vous disiez, Asma, il y a tout de même une partie presque de concurrence, un peu de suivi. C'est-à-dire qu'il faut avoir nos outils pour ne pas dépendre, pour pas qu'on nous coupe tel ou tel service. Bah oui. Mais ce que vous disiez, c'est qu'il faut aller au-delà et définir le quoi. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on souhaite dans ce monde-là et pour quels usages. Et ce qui est incroyable, et alors là, parce que c'est la minute no bashing, parce que j'y tiens toujours, parce que vraiment, c'est la question aussi de la mesure. On sait le faire. Parce qu'on a su le faire sur la filière cyber. La mesure. C'était la mesure, c'est pour un peu de nuance. C'est pas, tout ne marche pas. Enfin, il y a des choses qui marchent, c'est ça que je veux dire. Donc, on sait faire. C'est pas que l'on ne sait pas faire. La France sait faire ça. Sur la filière cyber, qu'est-ce qui s'est passé? Mais il faut dire que le ministère des Armées, nos armées y ont été extrêmement actives. Et je dois dire, très objectivement, pour en avoir fait un peu le tour, que c'est l'une des institutions, je crois, aujourd'hui, en France en tout cas, qui est l'une des plus robustes. Parce que précisément, elle travaille ça, les signaux faibles, l'anticipation, la prévisibilité, les risques. Et donc, sur le cyber, c'est exactement ce qu'ils ont réussi à faire, c'est-à-dire poser une doctrine et structurer la filière. Donc, si on sait le faire sur le cyber, il va falloir m'expliquer pourquoi on n'arrive pas à le faire sur les autres, puisqu'on sait le faire. Donc, la France est un pays qui a énormément de ressources, les compétences, les ingénieurs, certes, etc. Encore que, si je peux mettre un petit bémol sur le discours qu'on a beaucoup de talents et d'ingénieurs et de compétences et de chercheurs. C'est très vrai. Mais attention à ne pas dormir sur nos lauriers. Parce que le propre d'une politique publique ou des politiques publiques telles qu'on me l'a apprise ou quand je suis passée par Sciences Po, c'est la cohérence entre elles. C'est qu'elle fasse système. C'est qu'en fait, elle crée une véritable policy au sens vraiment le plus total du terme. Or, il est impossible et impensable de penser la souveraineté, c'est-à-dire donc l'industrie, si on n'a pas pensé l'école, si on n'a pas pensé la recherche publique. C'est en fait, tout ça est absolument imbriqué. Or, vu aujourd'hui l'état des finances, la façon dont les arbitrages sont faits, dont on est visiblement exsangue, il va falloir qu'on ne fasse pas plus, mais que l'on fasse beaucoup mieux. Et c'est la question de la qualité, contrairement à la quantité, par exemple chinoise ou même américaine, dans un certain sens. Et on saurait le faire. Mais ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Que voulons-nous être? Quelle est la définition qu'on donne à la puissance? Quelle est la définition qu'on donne à la souveraineté? Ce ne sont pas des concepts qui sont posés là et qui sont absolument inamovibles. Ils doivent être pensés, ils doivent être réinvestis et redéfinis. Ça s'arrête où? Ça commence où? Selon qui? Avec qui? Pourquoi faire? Oui. J'imagine que le test à l'acide, en quelque sorte, c'est celui de la dépendance. C'est-à-dire à partir du moment où on nous coupe des services et que ce que l'on tenait pour acquis, c'est-à-dire que l'on aurait toujours la disponibilité de nos systèmes d'exploitation de nos ordinateurs, des cartes de crédit, maintenant sans doute de ChatGPT, Gemini et d'autres. Quand tout d'un coup, eh bien, ce n'est plus évident qu'on en aura la disponibilité, c'est là qu'il y a un réveil. Mais après, les grandes entreprises en France, il faudrait vraiment revérifier ça précisément une à une, mais la prise de conscience, elle est faite.
Sincèrement, la stratégie du choc trumpiste, là, elle a eu ses effets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Yann, vous me direz si je me trompe ou pas, je suis un peu moins en adhérence avec le secteur privé, mais de ce que j'en ai vu, des échanges que j'ai pu avoir, globalement, les grosses boîtes, en tout cas, qui sont essentielles pour le pays, c'est-à-dire celles du CAC ou même un certain nombre de TPE, ont complètement pris conscience de ça. Aujourd'hui, on parle beaucoup de business continuity, les solutions de redondance, de backup, les mix, les hybridations de solutions, etc. Donc aujourd'hui, c'est clairement au cœur des stratégies corporate en France. Il me semble que ça, c'est complètement acquis. Et côté public, pour ce que j'en sais, tout n'est pas chez les clouders américains, par exemple. Et encore heureux et heureusement, les données ultra sensibles, militaires, défense ou renseignement, ne sont, à mon sens, il me semble, aux dernières nouvelles, pas hébergées chez des Américains. Et heureusement. Et Yann, peut-être peux-tu nous éclairer là-dessus. Cette question du cloud est quand même très, très importante. Comment est-ce qu'elle se présente? Est-ce qu'on a une souveraineté du cloud et quel type de souveraineté a-t-on? Alors, c'est très compliqué parce que je pense qu'il y a une prise de conscience, clairement. Mais en même temps, il y a une telle dépendance que dans les faits, quand on regarde je veux dire, le chiffre que j'indiquais tout à l'heure, chaque année, au niveau européen, c'est plusieurs centaines de milliards qui partent au niveau des big tech. Et donc, en fait, il y a une telle dépendance qu'on a encore des efforts énormes à faire du côté des décideurs d'achat, public ou privé d'ailleurs, des deux côtés, ainsi que du côté des offreurs, où on a des marchés dans le domaine de la cyber, on a un marché un peu fragmenté, on a besoin de consolidation pour avoir des offres qui soient beaucoup plus simples à utiliser et beaucoup plus intégrées. Sur le cloud, on a là aussi, on a des très très beaux fournisseurs en France. Je pense à Scalway, à différents acteurs, à OVH et compagnie. Là aussi, il faut que l'État aide ces acteurs. Je veux dire, les Américains sont extrêmement protectionnistes. On le dit depuis 15, 20 ans, 30 ans, on a le Buy American Act, le Small Business Act aux États-Unis qui impose les administrations à acheter américains, à acheter de petits services de PME. Il faut que maintenant que l'OMC est un peu, où certaines règles sont plus ou moins respectées, visiblement, pourquoi au niveau européen on n'impose pas ce type de règles? C'est une bonne question aussi. Mais par exemple, est-ce que les données des grandes entreprises dont parlait Asma tout à l'heure, lorsqu'elles sont sur des clouds comme Azure par exemple, ou les clouds d'Amazon, Web Services, etc., peuvent être considérées comme souveraines, ces données-là? Est-ce qu'elles restent souveraines ou pas? C'est une grande question. On a mis en place en France des systèmes de labels qui s'appelle le SecNum Cloud, qui est géré par l'ANSSI, qui regarde un certain nombre de critères techniques, mais aussi juridiques, parce que la question, c'est de savoir si on met des données sur un service américain, est-ce qu'il va être soumise à des réglementations type Cloud Act qui permettraient aux services américains d'accéder à ces données. On a mis des protections au niveau français pour ça. Donc, en théorie, on est quand même très bien protégé. Après, je pense qu'on peut souhaiter d'avoir beaucoup plus d'acteurs français et européens, notamment aussi dans le domaine du cloud, pour pouvoir mieux gérer ces risques de dépendance qui ne sont pas que techniques, mais qui sont aussi géopolitiques. On l'a vu encore récemment, un président des États-Unis, pour ne pas citer Trump, qui va décider de couper tel ou tel service. Alors, évidemment, je trouve que c'est une figure très intéressante, le SecNum Cloud, parce que justement, ça montre qu'il n'y a pas forcément besoin de se retrancher dans notre village gaulois pour avoir cette souveraineté, et que parfois elle est un peu plus... On n'a pas besoin de tout remplacer terme à terme. Je vais vous raconter une histoire de vieux. J'ai passé le passage de l'an 2000 en Iran. J'étais là-bas. Et
en Iran, on n'avait pas du tout peur de ce dont l'ensemble de l'Occident avait peur, qui était le Y2K. Le Y2K, c'était le passage à l'an 2000, autrement dit, c'était cette grande crainte que tous les ordinateurs s'arrêteraient parce qu'on passerait de 1999 à 2000 et que ça avait été mal prévu dans les années et décennies auparavant, etc. Évidemment, en Iran, où on applique le calendrier musulman, on part de l'hégire pour calculer les années, il n'y avait pas du tout cette crainte-là. Et donc ça, pour moi, c'est resté un exemple de souveraineté numérique totale. Alors évidemment, les ordinateurs iraniens étaient beaucoup moins avancés que ceux qui fonctionnaient sur Windows, c'est-à-dire l'essentiel du reste du monde, mais au moins, ils ne craignaient pas le Y2K. Bon, qui a fini par faire pchit, finalement, il n'y a pas eu grand-chose, mais voilà, ça c'est pour montrer que je suis né longtemps avant l'an 2000. Et comme quoi, tout est affaire de perception. Exactement. Alors, j'aimerais en venir à un autre sujet et vous interroger, Asma, sur cette notion de guerre cognitive. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire que la guerre cognitive et comment est-ce qu'elle est menée actuellement, notamment à travers ces outils ? Alors, la première chose, c'est que la guerre cognitive, c'est pas nouveau. Alors, en ce moment, c'est un peu un mot à la mode parce que ça fait peur. Il y a cognitif dedans, donc on a l'impression de grandes choses comme ça, d'extrême manipulation. Mais en fait, l'ancêtre des guerres cognitives, c'était les PSYOPs, c'était toutes les opérations psychologiques qu'on a toujours menées, que les armées et les renseignements ont toujours menées. Bon, un peu comme la guerre informationnelle, les luttes informationnelles, ça a toujours existé, sauf qu'avant, on appelait ça propagande. Donc, sur en soi, ce que c'est ou son existence, rien de nouveau sous le soleil, sauf que alors, je commence par la définition et je dis en quoi ça a changé aujourd'hui. Donc, quels sont les points de rupture. Je commence par la guerre informationnelle. Les luttes, plus exactement informationnelles, dans le champ cyber, hybride, etc., c'est en fait de transformer, injecter des contenus faux ou vrais, peu importe, parce qu'ils peuvent être vrais mais sortis de leur contexte, décontextualisés, etc., pour manipuler une opinion. Et ça, c'est beaucoup... ça peut être une affaire interne, d'ailleurs, comme l'affaire des compétiteurs. La Russie, évidemment, à partir de 2022 et la guerre d'Ukraine, a, si vous voulez, rendu la chose extrêmement mainstream et a fait entrer ça dans le débat public en Europe et en France, puisque nous avons été particulièrement, disons, cible de ces opérations-là. Donc, la lutte informationnelle, c'est vraiment aller sur l'aval, c'est-à-dire le bidouillage de contenu. Puis on injecte, puis après on industrialise avec les fermatrolles, de l'IA, etc. Bon. La guerre cognitive ou les enjeux cognitifs viennent bien en amont de ça, ou encapsulent, si vous voulez, les luttes informationnelles. C'est vraiment l'idée, ou l'enjeu, l'intention, de manipuler l'ensemble de l'environnement mental d'une population ou d'une cible donnée. On n'est plus simplement sur, on va injecter du contenu sur des réseaux avec des sites miroirs ou je ne sais quoi. C'est vraiment travailler la perception, c'est altérer la capacité d'une population, d'une cible à avoir une capacité de jugement, donc de décision. Ça peut être une armée, ça peut être une unité, ça peut être une population entière. C'est vraiment une forme renouvelée d'ingénierie sociale, en fait. Et en effet, elle attaque vos capacités cognitives, la saturation cognitive, le flow d'informations. Ce que fait par exemple Donald Trump sur ses réseaux sociaux, pour donner un exemple très simple, ou Cambridge Analytica, c'était un exemple, par exemple, de guerre cognitive. Cambridge Analytica, c'est 2016. On va avoir, vous savez, c'est les élections, encore une fois d'ailleurs, du même Donald Trump, et on va accuser, à juste titre d'ailleurs, la Russie d'avoir fait des ingérences et d'avoir, avec l'aval de Zuckerberg, unité politique, et non pas simplement entreprise technologique, d'avoir, si vous voulez, récupéré des datas et ciblé de façon hyper personnalisée un certain nombre d'électeurs dans les swing states notamment. Au-delà de l'histoire, c'est ça, une guerre cognitive. C'est que vous allez prendre l'ensemble des instruments que vous allez avoir à disposition, les contenus, votre psychologie, votre passif, votre historique, qui vous aide, vos vulnérabilités, vos risques, le fait que vous hésitiez ou pas, tout ce que l'on sait sur vous. Et aujourd'hui, on sait absolument tout de vous, Justin, sur Internet, tout. Même ce que vous ne dites pas et même ce que vous ne faites pas est une information en soi. Donc même le silence est une information. Et donc à partir de toutes vos datas, on sait exactement vous faire sur mesure le discours, le nudge qui va bien aller pour vous emmener sur le comportement qu'on va attendre de vous, soit aujourd'hui, soit dans 20 ans. C'est pas grave. C'est pas une question de... D'ailleurs, ce sont des luttes informationnelles ou cognitives qui se jouent sur du très long terme. Cambridge Analytica était un des premiers, disons, grands exemples ou cas d'école sur la guerre cognitive. Ce que fait Trump, à mon sens, aujourd'hui sur sa communication des réseaux sociaux, au-delà du grotesque, quand il va arriver, rappelez-vous, en janvier 25, il va saturer, matraquer. On avait, mais
des contenus, mais plusieurs contenus par jour, tous les jours. Cognitivement, il était impossible de suivre ou même de comprendre. Désorienter votre adversaire ou votre ennemi ou votre compétiteur fait partie de la guerre cognitive. Ce que jouent Trump et Musk, ce n'est plus du tout de la lutte informationnelle. On est sur de la guerre cognitive, pur sucre, pur jus, à l'état de l'art. Et donc, c'est le comprendre, le nommer, le déconstruire d'une certaine façon qui permet de réarmer. Et réarmer qui ? Pas nous. Les citoyens, c'est-à-dire tout le monde, c'est l'affaire de tous. Et tout à l'heure, je disais, le point de rupture, c'est l'hybridation, c'est le civil et le militaire. Tous les citoyens doivent aujourd'hui être formés, armés à ça. Et donc, il y a la question aussi de comment est-ce que nos armées aussi, disons, alors je ne sais pas exactement sous quelle architecture, mais peuvent aussi se civilianiser. Il va falloir aujourd'hui entrer aussi dans cette arène. Et ce qui est incroyable, c'est que la question des frontières. Aujourd'hui, ce n'est plus le champ extérieur et le champ intérieur. Ça s'est totalement hybridé. Donc ça, c'est l'enjeu de la guerre cognitive. C'est ça, d'un point de vue, si vous voulez, des définitions. Et puis ensuite, moi, ce qui m'inquiète énormément, évidemment, elle va et elle s'est déjà industrialisée par l'IA. Je parlais de la rupture. La rupture, c'est pas l'existence du principe même, la manipulation ou l'orientation des esprits. Ça a toujours existé. D'ailleurs, les soviétiques étaient très, très forts à ça. C'était eux qui avaient posé d'ailleurs les premières grandes doctrines sur ces questions-là. Donc, c'est vraiment intrinsèquement dans leur ADN. Mais la Chine aussi a beaucoup, disons, est beaucoup monté en compétence sur la chaîne de la désinformation, des luttes informationnelles et du cognitif, TikTok. Mais ce qui est parfaitement nouveau, c'est l'industrialisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est la masse, le changement d'échelle est tel que parfois, ça nous fait dire que c'est même un changement de nature de la conflictualité. Donc ça, c'est un. Et puis enfin, le dernier point, et je m'en arrête là sur la réponse, c'est qu'aujourd'hui, les infrastructures sur lesquelles se déploient ces luttes-là, ces guerres-là, c'est qui ? C'est les mêmes big tech. Et aujourd'hui, elles font quoi ? Elles font de l'idéologie. Quand Elon Musk bidouille ses algorithmes, invisibilise ou survisibilise tel ou tel contenu. Quand Mark Zuckerberg fait son aggiornamento et tout d'un coup change complètement d'état d'esprit sur la question du free speech ou de la liberté d'expression. Quand TikTok, aujourd'hui, ne traite pas du tout son algorithme de la même façon chez lui que chez nous, et on revient à la question big tech, big state, projection de puissance. Et donc, qu'est-ce que l'Europe, nous sommes pour eux ? Et nous sommes aujourd'hui un enjeu et non plus un sujet de notre destin. Et c'est là où on a une énorme question de reprise, non pas de puissance, mais de reprise de contrôle de ce que nous sommes au sein de nos frontières. Exactement, on revient à cette expression de colonie du monde numérique, mais avec évidemment des moyens différents. Alors je retiens de ce que vous venez de dire d'abord que la guerre cognitive dépasse la guerre informationnelle, elle ne concerne pas seulement la question des news et de la politique, mais va beaucoup plus loin. Oui. Je retiens aussi ce que vous aviez dit un peu plus tôt et que vous avez redit ici, c'est-à-dire la personnalisation de la masse, ce qui me semble très intéressant comme concept, c'est-à-dire que l'on arrive à personnaliser, à customiser, pour parler en franglais, la façon dont on s'adresse aux gens, mais sur 70 millions de Français, oui. Et pas simplement sur certains d'entre eux qui seraient des cibles. Et enfin, que c'est le changement de tout le régime de vérité qui donne à ces big tech, grâce à la massification, la possibilité d'agir à très grande échelle. Et donc, face à ça, face à ce flood the zone, ça aussi, c'est une autre expression. C'est Steve Bannon. Voilà, c'est Bannon. Flood the zone, c'est-à-dire noyer le champ de bataille. Évidemment, l'impératif est celui du discernement, c'est-à-dire de parvenir à garder nos propres repères. On est un peu comme étourdi par cette perte des repères, et c'est, j'imagine, ça, dans la guerre cognitive. C'est la perte des repères. L'idée d'avoir du discernement. Et beaucoup plus grave que ça, c'est qu'à la fin, c'est Arendt, déjà, qui l'explicitait, qui l'écrivait noir sur blanc. C'est qu'à un moment donné, et c'est exactement ce qu'on est en train de vivre, il me semble, c'est qu'à la fin, on a cette impression que tout finit par se valoir, que tout n'est plus que flux. C'est vraiment la dictature du flux, la tyrannie du flux permanent, la fluxocratie, j'avais appelé ça comme ça dans mon dernier bouquin, mais c'est pas du tout pour parler de ça, mais c'est vraiment pour dire que si on finit en démocratie, ou en tout cas en France, héritière de ses propres lumières, arriver à la conclusion que tout se vaut,
c'est-à-dire plus rien ne vaut rien, Oui. là c'est terminé. C'est-à-dire qu'il ne s'agit même pas, la question n'est plus celle du mensonge. Le mensonge en politique a toujours été là, c'est même plus Exactement, ça le sujet. c'est ça. Et ça, C'est que plus rien n'a vraiment de valeur et que toutes les informations se valent. Et là, ça sera le début de la fin pour nous. Donc, donc, ce n'est plus du tout une affaire de verticalité. Il va falloir qu'on horizontalise, qu'on hybride et qu'on embarque tous les Français dans ces nouvelles reconfigurations du pouvoir et de la puissance, en fait. Face à ces changements, Yann, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce que doit faire le politique? Alors, vaste question. Déjà, sur le champ informationnel, je pense qu'on peut saluer ce qui a été mis en place au niveau français avec la mise en place de Viginum, qui est cette entité qui est là pour essayer de détecter les ingérences numériques étrangères. Et donc, il ne s'agit pas du ministère de la vérité. Il s'agit en fait de détecter des mécanismes artificiels de manipulation. Et ce travail, il est extrêmement intéressant pour les citoyens, pour voir les différentes actions. Et puis, on a le champ cognitif de l'impact numérique sur les cognitions. Et je voudrais peut-être mettre en avant une initiative en particulier. La première victime de cette guerre cognitive, c'est les enfants. On a 25% de notre population qui est en jeune âge et leur cerveau, il est en pleine construction, c'est un chantier jusqu'à 25 ans. Et c'est vrai qu'on les expose à des algorithmes qui sont extrêmement efficaces pour attirer leur attention à un moment où ils ont besoin de découvrir, de prendre un peu de temps, de se libérer, de découvrir des nouvelles choses et de se développer. C'est important pour leur développement. C'est pour cette raison qu'on a lancé il y a quelques mois au sein du Paris Peace Forum une initiative qui s'appelle iRaise, qui est une coalition d'un certain nombre d'acteurs. Alors, on met autour de la table des neuroscientifiques, des ingénieurs, des big tech aussi en IA, qui n'ont pas l'habitude de dialoguer ensemble. Et ce qu'on essaye de faire, c'est de ne pas faire la même erreur qui a été faite clairement sur les réseaux sociaux. C'est d'essayer de fixer un certain nombre de règles, de lignes rouges, sans attendre la régulation qui prend son temps, de créer ces règles pour que, par défaut, dans le code, on mette ces règles en application. Alors, c'est une sorte de réponse à la guerre cognitive, en quelque sorte. Adressée pour les enfants, et notamment pour être très concret, si on prend un chatbot qui est destiné à un enfant de 8 ans, un chatbot éducatif, actuellement, le chatbot va dire bonjour, je suis ton ami, je suis triste quand tu es pas là. C'est clairement de la manipulation affective. Après iRaise et les règles qu'on est en train de fixer, cet algorithme, en fait, il dira bonjour, je suis un algorithme, je ressens rien. Si tu as un problème important, discute-en avec un adulte de confiance. Voilà, c'est vraiment quelque chose sur lequel on travaille côté Paris Peace Forum avec l'ONG everyone.ai pour essayer d'avancer vite, parce que les impacts, notamment sur les jeunes, c'est catastrophique. Oui, et le développement est très rapide. Ça fait 1 an qu'on a lancé cette initiative. Asma? Je voulais juste, puisque le thème d'aujourd'hui, c'est vraiment l'IA, je voulais juste donc refaire un dernier lien. Donc, c'est vraiment très important ce que dit Yann sur la question aussi de la santé mentale plus généralement, donc, et la rupture anthropologique que c'est, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Donc dire oui, non, etc. Enfin, ça va être on va être un peu court si on n'a pas compris que c'était quelque chose de totalement systémique en termes de politique publique. Donc ça, c'est 1. 2, sur la question vraiment de l'IA. Au-delà de l'industrialisation, l'IA n'est pas neutre. Déjà, l'IA, ça veut rien dire. Ce que je viens de dire ne veut déjà rien dire. Cette phrase, je vais me l'auto-déconstruire déjà toute seule comme une grande. Déjà, de quelle IA on parle? Donc là, ce dont on parle, ce sont des IA génératives, qui sont déjà un champ particulier dans la grande famille des intelligences artificielles. Et donc, ces systèmes, en fait, algorithmiques, derrière les IA génératives, ne sont évidemment pas neutres. Ça, c'est un truc tarte à la crème que je vais dire. Et là, les biais, parce que derrière, il n'y a que des humains. Vous avez de l'humain, en fait, sur toute la chaîne, d'une production d'IA, de l'extraction à l'éducation, disons, à la formation, à l'entraînement, au modèle, à
disons, aux filtres que vous allez retrouver en Afrique, etc. Donc, vous avez de l'humain sur l'ensemble de la chaîne. Donc, forcément, vous avez des biais. Nous ne sommes jamais neutres. Nous embarquons forcément avec nous des inconscients, des visions, des arbitrages techniques ou personnels. Ça, c'est la première chose. Mais la couche assez visible aujourd'hui, c'est la couche idéologique. Et d'ailleurs, quand ChatGPT va être lancé en novembre 22 par OpenAI, la première réaction de Elon Musk, qui est le concurrent direct de Sam Altman, qui est donc le patron de OpenAI, va être de dire pas tellement le risque existentiel, ça c'est un de ses sous-sujets, puisque au fond il développe les mêmes IA avec les mêmes natures de risque, mais il va dire mais en fait ce sont des IA woke. Et il va très vite faire entrer ça sur le champ idéologique et va donc justifier le développement de Grok, qui est sa propre IA, qui vient d'ailleurs de re-signer un contrat avec le Pentagone, pour information et pour mémoire, sur les imbrications techno-militaires et le complexe techno-militaire aux États-Unis, donc, et qui pose d'énormes questions, parce que si aujourd'hui le Pentagone va commencer à travailler avec Grok, compte tenu de toutes les désinformations, des horreurs que cette machine sort, il y a énormément de soucis à se faire, en termes même de modération même de cet outil-là. Mais derrière, il faut bien comprendre qu'il y a des batailles idéologiques, c'est-à-dire des visions du monde. Et Donald Trump va donner un discours cet été qui ne va pas être beaucoup relayé en Europe, parce que c'était l'été, et c'est toujours pendant les vacances qu'il se passe les choses les plus intéressantes en général, mais qui va dire, mais en fait, on va tout débrider, plus de régulation, plus rien du tout, sky is the limit, c'est aucune limite possible. Au-delà de la question de la puissance, il a parfaitement compris que ce sont des outils de soft power américains, et que la fabrication du savoir aujourd'hui, la fabrique du savoir. Qu'est-ce qu'on visibilise, qu'est-ce qu'on invisibilise? Réécrire l'histoire, disait Orwell, va être aujourd'hui, on va passer notamment par les IA génératives. ChatGPT, peux-tu s'il te plaît me dire? ChatGPT va nous répondre quelque chose. Et donc ça, en fait, ce sont des visions du monde qui sont aujourd'hui américaines ou chinoises si vous utilisez DeepSeek ou d'autres. Et donc la question, c'est de bien comprendre les agendas idéologiques qui se cachent aussi derrière, de puissance quand on est les États-Unis, mais aussi idéologique quand on est les big tech en propre comme unité politique ou unité idéologique. Et ça, c'est très très important à avoir en tête parce que ça va poser une question fondamentale au XXIe siècle, qui est la suivante et que je vous pose. Qu'est-ce que penser au XXIe siècle? Penser, ça va être quoi? Penser. Si on délègue même ça, si les IA génératives deviennent des médiateurs de pensée, et si par ailleurs elles sont privées au service de puissances extérieures, et que par ailleurs elles cachent ou elles proposent des agendas idéologiques, ça reconfigure absolument en fait tous nos repères et toutes nos catégories politiques. Toutes. Est-ce que face à ça, Yann, que faire? L'Europe est... Alors, que faire au niveau européen? C'est-à-dire, est-ce que l'Europe est le bon niveau de réponse? Alors, on connaît les outils qu'on a, qui sont sans doute imparfaits, mais qui existent, le Digital Services Act, le Digital Market Act. Après tout, si Thierry Breton a été sanctionné, c'est bien que les États-Unis sentent qu'il y a là disons un obstacle ou un problème ou quelque chose qui les irrite. C'est un irritant, comme on dit en langage diplomatique. Donc, il doit bien y avoir tout de même quelque chose là qui freine un peu cette domination. Est-ce que ces outils sont suffisants et est-ce qu'il y a besoin d'autres outils et plus généralement de régulation de l'IA? On a besoin, effectivement, l'État a un rôle à jouer. On l'a dit tout à l'heure, ce numérique, cette IA, c'est extrêmement politique, ça concerne tout, une palette de nos vies, de la santé à l'éducation. C'est important, en fait, de fixer un certain nombre de règles, de limites. Donc effectivement, je pense, même si je pense que des régulations comme le DSA, comme l'IA Act sont nécessaires. Il faut qu'on arrive à trouver dans la mise en œuvre, à essayer de simplifier un certain nombre de choses pour que ça soit pas trop complexe pour tout le monde. Mais l'État a clairement un rôle à jouer. Voilà. Asma,
vous partez à la NYU parler de souveraineté européenne, pas seulement de tech et d'IA, mais plus généralement. Alors, cette souveraineté européenne, est-ce qu'elle passe par la réglementation, par la régulation, par le DSA, par le DMA et par d'autres choses? Ou alors est-ce qu'il faut une sorte de, je ne sais pas, protectionnisme plus grand? Encore une fois, quels sont les outils possibles de la souveraineté? Alors, le premier outil, il est moral, c'est le courage. Bon, ça, mais je l'ai déjà dit. Ensuite, ensuite non. Plus sérieusement, il va falloir qu'on ait plusieurs béquilles ou plusieurs, disons, trépieds au tabouret. Donc, la première chose, et celle qu'on a et qu'on maîtrise du reste très bien, c'est ce que j'appelle la souveraineté défensive normative. C'est-à-dire, au sein de nos frontières, vous allez respecter nos règles. Et il me semble que c'est bien le moins, d'ailleurs. Que si je viens chez vous et que tout d'un coup, je dégueulasse vos murs, vous n'allez pas être très content, il me semble. Donc, si je viens chez vous, vous m'invitez, je viens prendre un café, je vais respecter vos règles, puisque je suis chez vous. C'est la moindre des politesses, par ailleurs. Donc, les paquets législatifs que l'Europe a construits, la Commission a construit à partir de 2019, c'est bien heureux. Encore que sur celui qui nous intéresse, le AI Act, il faudrait peut-être y revenir, parce que il y a fondamentalement des vrais sujets. Mais l'intention était bonne, disons. Le texte en lui-même et la mise en œuvre peut être largement discuté. Mais donc, on a fait ça. Ce qu'il nous manque, et ce que je disais déjà tout à l'heure, mais il nous le manque vraiment, mais l'omnibus va essayer aussi de l'améliorer, de le simplifier, de le flexibiliser. Mais à mon avis, on n'est toujours pas à l'objectif. C'est en fait la question industrielle. Et moi, ce qui m'inquiète un tout petit peu, c'est que je ne vois pas bien si à échelle nationale, nous n'arrivons pas à avoir des stratégies industrielles, comment on peut en avoir à 27 et avec 27 acceptions différentes de la relation atlantiste, de la souveraineté et même parfois de la liberté d'expression ou de la liberté des médias. Donc comment est-ce qu'on fait pour construire quelque chose de cohérent et d'unifié? Nous n'avons même pas de marché de capitaux unifié, qui est un des premiers obstacles d'ailleurs à l'émergence d'acteurs à bonne échelle, on va dire. Donc nous avons des enjeux structurels, mais aussi culturels. Et je me demande, et ça va peut-être paraître un tout petit peu iconoclaste ce que je veux dire, mais comme je ne suis affiliée à rien et à personne, je suis libre de le dire. Mais je me demande si en fait, à côté de cette Europe des 27 qui est quand même excessivement lourde, quoi qu'on en dise, et qui donc a du mal à réagir, même quand elle réagit, c'est trop tard, ou parfois elle réagit par le silence, mais parce que vous avez compris aussi que les interdépendances, c'était pas œil pour œil. C'est pas, vous avez mis une amende de 120 millions à X, donc on va arrêter, on va vous punir sur X. On peut avoir des retombées ou de la coercition sur les vins, peu importe. Donc en fait, nous sommes pris dans des jeux de dépendance et d'interdépendance qui dépassent très largement la question technologique. Ça, c'est la première chose. Donc, et la deuxième, ce que je voulais dire, c'est que je me demande s'il ne va pas falloir qu'on arrive à avancer par des coalitions intra-européennes. Peut-être que 27, c'est beaucoup trop et que nous ne sommes pas tous... ce n'est pas du tout une unité homogène politiquement, industriellement, technologiquement et surtout en termes de vision du monde. Et donc, une possibilité serait qu'en fait, on arrive à construire par bout de projet des coalitions à 3-4. Et surtout avec du civil et du militaire, du public et du privé. Sans ça, je crains qu'on n'y arrive pas. Donc c'est en fait avoir aussi des formes de construction parallèles. Et sinon, je ne vois pas comment on va craquer la lourdeur ontologique de l'UE. J'ai du mal à le voir. On approche de la fin de ce podcast, mais en vous écoutant, je me demandais s'il ne fallait pas revenir sur quelques-uns des piliers plus fondamentaux de la façon dont on appréhende ce monde-là. Je pense à la section 230, par exemple, c'est-à-dire l'idée que tous les hébergeurs ne sont pas responsables du contenu qui est sur leur... Bon, et ça, l'Europe a essayé de revenir au moins en partie là-dessus, mais tant que les États-Unis ne reviennent pas là-dessus, on aura beaucoup de mal. Ou alors, le free flow of information, toute l'idée, alors qui était la bataille des années 2000 et 2010, c'est-à-dire qu'on pouvait librement faire circuler les données de l'un à l'autre, ou la conception des produits de ces big tech comme un simple service, comme de l'assurance par exemple, ou du consulting, etc. Et donc il y a quelques disons structures de base qui ont permis cet essor et cet échange. Alors tout n'est pas mauvais, et je ne fais pas l'avocat d'une Europe forteresse qui se retrancherait derrière sa palissade comme le village gaulois, évidemment. Et par ailleurs, je pense que
vous l'avez dit, et c'est très important, on peut réguler tout ce qu'on veut tant qu'on n'a pas d'industrie, tant qu'on ne crée pas nous-mêmes les modèles d'IA, mais aussi toute l'infrastructure qui va avec, on aura beaucoup de mal à faire entendre notre voix. Cela dit, en effet, est-ce que le moment ne demande pas une révision, une réflexion sur les fondements même des catégories qui nous permettent d'aborder cette question de tech, d'IA, et on voit que les mots parfois nous conduisent finalement à accepter des choses qu'on ne souhaite pas. Absolument. Alors, on a beaucoup parlé des États-Unis, et c'est un tout petit peu d'ailleurs ma faute. Il y a aussi toute notre dépendance à la Chine, et notamment sur la question, aujourd'hui on le voit beaucoup, ça monte maintenant de façon très forte dans le débat public, et c'est heureux, sur la question des terres rares, et la question aussi de la rivalité. L'IA, j'aurais dû commencer par ma réponse par ça. La question de l'intelligence artificielle au XXIe siècle, c'est pas du tout une question technique ou d'outillage, c'est la question de la puissance. C'est la redéfinition des attributs de la puissance au XXIe siècle. Et donc la rivalité géostratégique qui se joue entre États-Unis et Chine se cristallise sur les IA, parce que notamment pour les usages militaires. C'est pas l'IA en soi, c'est la question des usages militaires. Donc c'est aussi la question du soft et du hard power. Et j'ai un tout petit peu... Un des scénarios possibles vers lesquels on pourrait se diriger, c'est que vous savez, dans le cyberespace, il y a eu ce concept du splinternet. Nous avions en fait des blocs géopolitiques auxquels se dupliquaient les blocs, disons, cyber. La Russie d'un côté avec sa souveraineté informationnelle. La Russie en était l'exemple le grand, ou la le grande muraille de firewall, Chine. exactement, voilà, chinois. L'Iran aussi, et puis après, le reste du monde, en gros, le bloc occidental. Relativement ouvert entre l'Inde, l'Amérique latine, Exactement. l'Europe et les États-Unis. Mais donc, ce splinternet-là, j'ai l'impression, ou un des scénarios très probables, c'est qu'en fait, on est le même sur le AI splinternet, qu'on est un splinternet de l'IA, où en fait, vous allez aussi avoir des blocs, et c'est exactement ce qu'on commence à voir, mais même d'un point de vue, la fameuse doctrine d'Onro, en réalité. C'est que tout d'un coup, qu'est-ce que l'Occident, il s'arrête où ? Est-ce que l'Occident en soi, comme, disons, construction politique, est complètement soluble dans les États-Unis. C'est la vision de Donald Trump, à l'évidence, puisque l'Europe serait la zone d'influence, et l'Amérique latine, nous l'avons vu, pas de commentaires. Donc, à partir de là, toute la question pour l'Europe, elle va être très simple. À qui voulons-nous donner notre, disons, blanc-seing ? Ça, c'est une première question. Et si nous voulons éviter d'être la colonie de l'un ou de l'autre, ou pire, pris en tenaille, ce qui est notre cas actuellement, par l'un et par l'autre, le bloc américain et chinois, sur d'autres enjeux de dépendance commerciaux, etc. Mais c'est enchevêtré. Ou l'autre question, c'est si nous ne voulons pas devenir cette zone d'influence-là, ou si on veut arrêter cette subordination, on va dire, quelle est la troisième voie ? Et la troisième voie, elle passerait, en effet, par beaucoup de douleur et beaucoup de courage politique. Mais c'est peut-être le seul chemin possible. C'est qu'à un moment donné, il va falloir qu'on largue les amarres. La troisième voie, c'est pas un discours sur la troisième voie. C'est qu'est-ce qu'on fait avec l'Afrique ? Qu'est-ce qu'on fait avec l'Inde ? Qu'est-ce qu'on fait avec le Brésil ? Qu'est-ce qu'on fait avec tous ces pays-là ? Avec en termes de coopération. De coopération, mais de vraie coopération. C'est pas je vais vous exporter des valeurs et des choses comme ça. C'est qu'est-ce qu'on fait concrètement. Et d'ailleurs avec l'Inde, et vous le savez, on a commencé à travailler les nouveaux tech corridors, les questions des câbles sous-marins, etc. Donc ces réflexions émergent et il faut absolument les renforcer, les rendre très sexy, parce que c'est la seule voie possible pour l'Europe de construire cette autre chose, c'est-à-dire un opportunisme d'un autre genre, c'est-à-dire diplomatique ou techno-diplomatique. Et ça, c'est absolument fondamental si on ne veut pas se retrouver définitivement colonisé par l'un ou par l'autre, ou pire par les deux. Je crois qu'il faut vraiment qu'on arrête ce podcast parce qu'on arrive à la fin. Mais Yann, je veux quand même te redonner la parole sur un mot de conclusion, et en particulier sur le type de coalition qu'on peut nouer, justement, puisque Asma en faisait la suggestion. Oui, on a un sujet aussi sur la sécurisation de l'IA qui nous intéresse énormément partout à travers le monde et au Paris Peace Forum. Et au forum en particulier. On ne peut pas avoir confiance par défaut en ces IA pour différentes raisons. En 2025, on a vu l'arrivée notamment de l'IA agentique qui va, dans le domaine de la cybersécurité, changer énormément de choses. Parce qu'on a une sorte de capacité à autonomiser, à planifier, à s'auto-déployer qui va changer beaucoup de choses. On ne peut pas avoir confiance en l'IA aussi parce que pour moi, l'IA n'a pas de
bonne conscience. C'est un peu l'image que je prends toujours, c'est, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'incident de Gênes en 2018. On voit ce pont qui s'écroule et on voit cette camionnette qui a stoppé parce que cet humain a eu le bon réflexe de s'arrêter. Si on était sur une IA, une voiture autonome, je vous parie que la voiture, elle serait tombée parce que voilà, l'IA n'a pas de bon sens, ne comprend pas, n'a pas pu apprendre de se passer. L'humain, c'est ça la différence. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a une sorte de mur de verre entre différentes communautés en ce moment, entre la communauté cyber et la communauté data science. Les data scientifiques vont développer un certain nombre d'algorithmes mais vont se dire les nouveaux risques, ça c'est les gars de la cyber qui vont les gérer, et les gars de la cyber se disent les nouveaux risques, ça va être les data scientists. In fine, on a un moment où il y a des centaines de millions d'utilisateurs des IA, mais en fait personne n'a vraiment pensé la sécurisation de ces sujets. C'est pour ça qu'on va lancer en fait dans les prochaines semaines une nouvelle coalition au niveau du Paris Peace Forum sur ces sujets de sécurisation de l'IA, où on va travailler, on va mettre autour de la table des ingénieurs, des big tech, des États. On a Interpol aussi qui commence à être intéressé pour gagner en transparence sur ces nouveaux risques, se poser la question de la responsabilité, notamment sur les mésusages de ces IA, et puis d'essayer d'orienter la recherche pour essayer de faire en sorte que ces IA se défendent en fait en quelque sorte par elles-mêmes. Donc ça va être un gros chantier pour les prochaines semaines, et on peut appeler nos auditeurs qui seraient intéressés à nous rejoindre. On a besoin de beaucoup d'énergie pour essayer de faire avancer ça au niveau mondial. Absolument. Merci beaucoup Yann. Je complète cette page de publicité en rappelant en effet aux auditeurs de ce podcast qui peuvent nous suivre sur la chaîne YouTube, sur nos réseaux sociaux, notamment les 2 initiatives dont on a parlé ici, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc iRaise sur la protection de l'enfance par rapport à l'IA dans leur développement, et puis cette initiative sur la sécurité de l'IA et sur le lien cyber et IA. Et puis bien sûr, il y aura l'édition d'automne du Forum de Paris sur la paix. Ça sera la 9e édition. Ça sera les 11 et 12 novembre prochains au Palais de Chaillot à nouveau. Vous pouvez prendre date. Et puis, bien sûr, on continuera ce podcast sur d'autres sujets avec toi, Yann, et avec d'autres collègues également. Asma, un très grand merci d'être venu. Asma Mala, donc je rappelle, spécialiste de ces questions. Votre dernier livre, Cyberpunk. Alors, juste une dernière question, pourquoi Cyberpunk ? Cyberpunk, parce que c'était un mouvement de science-fiction à la fin des années 70, début 80, et qui en fait explique quelque chose de très simple. C'est la fameuse phrase de William Gibson: le futur est déjà là. Excellent. Eh bien, bonne journée à tous. On reste sur cette conclusion-là, sur le futur qui est déjà là. Merci à tous. Merci.